Exploiter, marchander, soumettre, déshumaniser, assassiner sont des mots qui reviennent assez souvent au cours de notre histoire. L'horreur, la guerre, l'esclavage, la torture et le sang ont toujours animé notre sombre passé, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. L'homme est un prédateur. Les victimes ont une histoire. Rappelons-nous, épisode 1. Aujourd'hui, dans Rappelons-nous, nous voulions évoquer l'esclavage et la relation entre le travail et celui-ci. En fait, les hommes ont toujours créé des liens de soumission entre eux sous couvert d'une autorité tyrannique et en faisant travailler leurs semblables dans des conditions abominables. Quand on se penche plus particulièrement sur notre histoire, on se rend compte qu'une partie d'entre elles a été oubliée, laissée à l'abandon, jugée moins importante, les victimes, elles, réduites à des nombres, des bilans de conséquences. Les femmes de réconfort qui ont été victimes d'un esclavage sexuel en font partie. Nous souhaitons vous raconter ce passage, le travail en esclavage, un bout de leur vie. Pour commencer, on vous remettra un peu dans le contexte historique, puis on parlera de l'institutionnalisation de cet esclavage et de ses conditions, pour ensuite ouvrir notre podcast vers la reconnaissance plus ou moins acceptée de ces crimes de guerre. Donc, avant de commencer, remettons-nous dans le contexte. Tout débute lors de la guerre sino-japonaise, qui a duré de 1937 à 1945, car elle a réellement éclaté 6 ans auparavant lors de l'invasion de la Mandchourie par le Japon. Alors oui, la Mandchourie, c'est l'ancien nom donné à la Chine du Nord-Est. Mais notre point de départ pour aborder l'esclavage sexuel subi par les femmes asiatiques sera le massacre de Nankin, marqué par l'envahissement de la Chine par les Japonais le 7 juillet 1937. Pour attaquer la Chine, l'empereur Hirohito prend comme prétexte l'enlèvement d'un militaire chinois, mais derrière ce prétexte se cache en fait la volonté de mener une politique expansionniste. De ce massacre découlera une vague de viols collectifs, dont les membres du CI dénombreront certains jours plus d'1 millier d'agressions et les civils chinois vivront dans une terreur absolue, leur quotidien étant marqué par les meurtres arbitraires ou indiscriminés, par une humiliation constante et encore une destruction des moyens de vie. Cette guerre provoquera la mort de 17 millions de soldats et, à partir de 1939, les Japonais la mèneront sur 2 fronts, sur mer contre les États-Unis et sur terre contre les Chinois. Jusque-là, l'esclavage sexuel subi par les femmes n'est pas encadré. Il n'est encadré qu'à partir de 1943, marquant l'histoire par la plus grande entreprise proxénète mondiale. Ces femmes de réconfort sont en fait appelées yanfu. C'est un euphémisme japonais qui désigne les femmes contraintes au service sexuel dans des centres appelés maisons de réconfort. Ce sont des espèces de camps, d'anciennes écoles ou mairies réquisitionnées par l'armée nippone. Le nombre de yanfu augmentera malheureusement jusqu'en 1945, où le Japon capitulera après l'attaque par les bombes nucléaires lancées sur Hiroshima et Nagasaki. Avant de continuer, nous étions curieux de savoir ce que les gens savaient à propos de ce sujet. Nous sommes alors allés leur demander dans la ville de Castres, dans le Tarn. Alors du coup, c'était pour savoir si vous connaissiez les femmes de réconfort durant la Seconde Guerre mondiale. Non, je suis désolé là. Non. Non. Et Moi non, et pas vous du tout. Non, après, ouais, non, j'ai jamais entendu parler. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Rien, ça m'évoque quelque chose, mais je sais pas quoi. La journée de la femme, peut-être, le 8 mars, c'est ça? Du coup, jamais vous en aviez entendu parler? Non, jamais non. Non, même pas en cours en fait. Même pas en cours, en classe, on n'en a jamais étudié. De l'esclavage en temps normal des Noirs, oui, dans les pays africains, mais après, non, jamais. Non, pas cette partie-là en tout cas. Non. On en avait entendu vite fait, mais sans plus, hein, vraiment. Voilà. Ok. Bon, comme vous avez pu le voir, les personnes que nous avons interviewées ne savaient pas ce que c'étaient les femmes de réconfort. Par contre, nous avons trouvé 2 personnes qui, étonnamment, savaient quelque chose sur le sujet. Écoutons-les. Pour tous les militaires, en fait. Oui. Et puis qui ont été abandonnés et puis qui après ont été, je ne sais plus exactement ce qui leur est arrivé, mais zigouillés ou maltraités. Femmes de réconfort, on parle des femmes coréennes? Oui, Dans la guerre avec le Japon? Oui. Longue histoire, ça, n'est-ce pas Daniel? À part que les Japonais, vraiment, ils ont merdé sur ce coup et qu'ils n'ont toujours pas présenté les véritables excuses et les vrais dédommagements. En fait, ils ont l'excuse du c'est passé, c'était à l'époque, donc c'est pas à nous de... C'était un temps de guerre aussi. C'était un temps de guerre. C'est... Alors que ça excuse rien du tout. Ouais.
En fait, il y a eu des dédommagements japonais pour les Coréens, mais ça a été tellement minime. Le nombre de réponses négatives sur le sujet est frappant et celui-ci semble être passé à travers les mailles de notre histoire. Après nos longues heures de recherche sur Internet, on a en effet remarqué le peu de documentation dessus. La censure a évidemment joué un rôle majeur dans cette histoire, puisque le premier livre écrit à ce sujet par Ishikawa Tatsuso en 1938 et qui témoigne de cet esclavage s'est vu interdire la même année. Quelques années plus tard, Tamura Taijiro retraça la vie de Yanfu coréenne et leur histoire fut portée 2 fois sur grand écran. De nos jours, plusieurs articles ont été publiés sur le sujet. Les femmes témoignent et prennent la parole, mais le manque décrit par les historiens de l'époque se fait encore ressentir aujourd'hui. Non, jamais non. Non, même pas en cours en fait. Même pas en cours, en classe, on n'en a jamais étudié. Je sais pas ce que c'est. L'esclavage en temps normal des Noirs, oui, dans les pays africains. Non, après, ouais, non, j'ai jamais entendu parler. Non, jamais. C'est parti là. On en a entendu vite fait, mais sans plus. Voilà. Ok. Au vu de notre enquête et de la faible médiatisation sur le sujet, on pourrait croire que ce système d'esclavage sexuel pour l'armée japonaise n'était pas vraiment organisé. Mais c'est en réalité tout le contraire. Que ce soit du recrutement ou bien à la construction de stations de réconfort, sorte de maisons closes, tant le gouvernement que les particuliers ont eu leur grain de sel dans cette malheureuse organisation. La mise en place des premiers yanjo, donc des camps de réconfort réglementés par l'armée ou à sa demande, vit le jour en 1932-33 dans la marine. Cette décision fut prise par le gouvernement en 1932, surpris par les 223 cas officiellement recensés de viols collectifs et individuels perpétrés par des soldats japonais à Shanghai. Ainsi, il décida d'institutionnaliser les stations de réconfort, ce qui permettrait de rentabiliser l'ardeur des combattants, limiter les risques de maladies vénériennes et empêcher les viols de masse sur les Chinoises, qui selon les autorités japonaises ruinaient la réputation de l'armée impériale. Les yanjo se développèrent ensuite rapidement à partir de 1938, ainsi que la chasse aux femmes qui toucha la Chine, la Corée et parfois quelques provinces du Japon. C'est donc par le recrutement que le système commence à se mettre en place. Mais celui-ci peut varier selon les zones du conflit, allant de la Chine côtière à la Mandchourie, en passant même par les Philippines, sans oublier la Corée. C'est notamment dans cette dernière péninsule, la Corée, qui à cette époque appartenait au Japon, que les recrutements étaient les plus nombreux. La politique de recrutement s'est basée sur le corps des volontaires féminines, qui mobilisaient en premier lieu des femmes pour l'effort de guerre japonais. Cependant, une partie d'entre elles sont envoyées dans les stations de réconfort. Toutes n'étaient pas destinées alors sur les champs de bataille pour servir d'esclaves sexuels. Le critère majoritaire semble avoir été l'âge, le choix se portant sur les plus jeunes d'entre elles et probablement celles jugées les plus jolies. Ainsi, les chefs de village étaient intimement liés au recrutement. Ils choisissaient alors les familles les plus pauvres pour leur proposer d'envoyer les filles sans dire le lieu où elles seraient transférées. Cependant, les familles n'avaient après envoi aucune nouvelle de leurs filles. Et par la même occasion, très peu d'entre elles ont pu revenir à leur village. Alors les familles recevaient en premier lieu un avis de mobilisation 3 jours avant leur départ, et les policiers étaient clairement au courant des filles qui demeuraient encore non mariées, et donc, dans les pensées de l'époque, vierges. Il était donc très difficile pour ces familles de cacher leurs filles ou de les faire fuir, mais la solution était de les marier le plus rapidement afin d'éviter ce potentiel enlèvement. Malheureusement, au vu du déficit d'hommes valides parce que la majorité était au front ou dans des usines où ils travaillaient de force, ces mariages éclairs étaient rares. Si la fugue pouvait venir à l'esprit, les punitions comme une amende et une bassue des parents afin qu'ils avouent le lieu où se cache leur fille empêchaient généralement cette issue de secours. Si elles refusaient de partir, il pouvait arriver qu'elles soient violées sur place devant leur famille. Ce recrutement douloureux en Corée fut alors généralisé à partir de 1943 et concernait toutes les filles et femmes célibataires âgées de 12 à 40 ans. Ainsi, plusieurs estimations laissent à penser qu'un tiers des Yanfu coréens ont été recrutés par les pouvoirs publics. Mais il reste très important de noter que les femmes de réconfort étaient réellement considérées comme une marchandise. En 1941, le commandant Hara Zenshiro voulait 20 000 femmes pour 750 000 soldats. Mais il trouva lors de ce voyage en Corée seulement 10 000 femmes. Ces femmes furent enfermées dans un yanjo qui était le grand magasin Murakami Sadao dans le quartier de Myeongdong. Ainsi, des magasins mais aussi des mairies ou des écoles étaient réquisitionnés par l'armée pour installer les yanfu. Ces centres étaient souvent excentrés des villes et gérés par des membres du Conseil d'État, aussi appelés officines, ou par des particuliers qui servaient l'armée. Une fois arrivées dans ces camps de réconfort, les filles étaient suivies par des médecins de l'État pour limiter le risque de maladie.
Elles étaient en effet soumises à un certificat médical et à des examens réguliers. Elles avaient aussi l'obligation de porter un préservatif et celles qui refusaient de se soumettre à ces actes étaient battues à mort. De plus, le passage par les stations de réconfort était une étape obligée pour tous les soldats, car selon les traditions chinoises, les rapports sexuels avant les mariages joueraient comme un charme évitant les blessures. Cependant, on ne peut pas éradiquer le fait que certains soldats se sentaient humiliés par ces passages obligés. Certains officiers se plaignaient que des stations de réconfort se révèlent supérieures à la logistique militaire, car les filles arrivaient parfois à l'arrière du front pour amener des vivres, des munitions et des médicaments aux soldats. Les règles instaurées par l'armée étaient cependant draconiennes, puisqu'elles n'avaient aucun jour de repos. Lors de leur menstruation, elles étaient uniquement arrêtées pendant 3 jours. Ensuite, la majorité des acteurs privés coréens ou japonais conservent la maîtrise de l'essentiel des recrutements au sein de la péninsule coréenne et utilisent fréquemment, lors des recrutements, la tromperie sur la destination réelle des femmes en question. En Asie de l'Est, par contre, le processus est moins organisé. Les soldats de l'Empire nippon ont recruté et géré eux-mêmes les yanfu, utilisant aussi souvent la tromperie en leur promettant d'aller à une certaine destination, bien qu'imaginaire. Leur statut peut être comparé dans cette zone géographique au romusha, correspondant en japonais aux travailleurs réquisitionnés pour des travaux forcés dans les Indes néerlandaises, sous occupation japonaise, encore une fois. Quant aux Philippines, où l'hostilité de la population était grande, l'usage de la violence par les soldats fut le plus fréquent. Sans parler de la forte proportion des filles ayant moins de 15 ans, ce qui restait exceptionnel chez les yanfu coréennes. Dans chaque cas, comme on l'a dit, la tromperie, la vente par les familles ou même la violence pouvaient rentrer en jeu dans cet enrôlement, afin de les amener dans les Yanzhou, dans les îles du Sud-Est en Mandchourie, en Chine ou encore en Asie du Sud-Est. Passons maintenant aux conditions de vie des femmes dans les camps, avec pour exemple les stations de réconfort, ou dits centres de délassement, également qualifiés de maisons closes. Encore aujourd'hui, ces camps restent mal connus et leur nombre à cette période demeure difficile à évaluer. Ces endroits organisés dans des écoles ou des bâtiments administratifs regroupaient pour la plupart une quinzaine de femmes de réconfort. Mais quelles étaient les conditions de vie de ces prostituées forcées ? Ces femmes, en grand nombre très jeunes, contraintes à se corrompre, étaient souvent battues, torturées, mutilées par les soldats qui les soumettaient. Pour en arriver au comble de l'horreur, ils pouvaient parfois aller jusqu'à les tuer s'ils n'étaient pas satisfaits de leur service. Si toutefois elles tentaient d'échapper aux griffes de ces hommes et s'enfuir de ces maisons de l'effroi, elles pouvaient être battues à mort. Les hostilités s'étendaient jusqu'au simple quotidien des captives avec une surveillance permanente, même au bain, avec la stricte interdiction de se parler entre elles. Les jeunes prostituées qui constituaient ces lieux devaient fournir leurs services forcés sans aucun salaire. C'étaient les dirigeants qui touchaient une part sur les prix des passes. Elles ne recevaient absolument rien, excepté une violence inouïe. Cependant, les Coréennes bénéficiaient d'un contrat de travail allant de 1 à 18 mois, mais leur rémunération effective était bloquée jusqu'en fin de contrat. Elles n'étaient finalement jamais payées. Les conditions de vie étaient assimilables à de l'esclavage. Nous avons pu trouver un témoignage de la Coréenne Kim Bong-dong, dans lequel elle confie « C'était en fin de semaine que les soldats défilaient, le samedi de 8h à 17h et le dimanche de midi à 17h. Ça n'arrêtait pas. À la fin de la journée, je ne pouvais même plus m'asseoir. Au début, j'étais très en colère. Je ne savais pas ce qu'était un homme. Je refusais de me laisser prendre. J'ai reçu beaucoup de coups et puis je suis devenue plus passive. » Une autre victime de ces stations rapporte « Certains soldats étaient saouls et brandissaient leurs sabres vers moi pendant qu'ils me faisaient leurs demandes de perversion sexuelle. Les menaces qu'ils faisaient étaient explicites. Ils me tueraient si je ne coopérais pas. » Quant à Maria Rosa Henson, elle a été la première Philippine à avoir rendu public, en 1992, sa dure histoire. Nous racontant qu'arrêtée à un point de contrôle routier, elle fut violée par 12 soldats. Pour essayer de rendre ces démarches plus réglementaires, des attestations écrites de leur acceptation de se prostituer furent demandées à certaines femmes. Ces lieux étaient semblables au BMC français, soit bordel militaire de campagne, mais c'est en Corée que le circuit de la prostitution militaire fut le plus important, fait appuyer par toutes les sources et par Taïwan, bien qu'étant plus un relais qu'une source qui a vu passer un grand nombre de Coréennes et de Japonaises. Aujourd'hui encore, justice n'est toujours pas rendue aux femmes de réconfort.
Chaque mercredi, depuis 1992, des manifestations appelées « Manifestations du mercredi » se déroulent devant l'ambassade du Japon à Séoul, en Corée du Sud. Elles ont été organisées afin que les femmes de réconfort obtiennent justice de la part du gouvernement japonais. Elles sont administrées par le Conseil coréen qui déclare qu'il continuera de protester jusqu'à ce que le Japon rende les droits et la dignité aux victimes. Ces protestations ont plusieurs buts spécifiques. Tout d'abord, révéler la vérité dans son intégralité sur les crimes de l'esclavage sexuel militaire, mais aussi d'obtenir des excuses officielles, des réparations juridiques et de punir les responsables de ces crimes de guerre. Et enfin, de transmettre l'histoire avec exactitude dans les manuels d'histoire, d'ériger un mémorial pour les victimes et un musée historique. Le sujet de femmes de réconfort reste encore sensible à Nazi. Des crimes subis par ces femmes, qui ont été forcées à la prostitution dès le plus jeune âge, durant la Seconde Guerre mondiale, sont restés inconnus trop longtemps et sont de nos jours toujours très peu médiatisés. Le nombre total de victimes reste encore flou, car les différentes sources ne proposent pas toutes les mêmes données. Mais d'après Senda Kako, ce nombre était au maximum d'environ 200 000. Les sources varient entre 50 000 et 200 000 victimes. Mais malgré ces chiffres variables, l'horreur endurée reste la même. En 2008, les Nations Unies ont formellement demandé au Japon d'assumer ses responsabilités. Je cite, « Le Japon devrait accepter ses responsabilités légales et présenter des excuses pour le système des femmes de réconfort. » Malgré cela, le gouvernement japonais ne reconnaît pas l'intégralité de ces crimes et justice totale n'a pas été rendue aux victimes, qui sont désormais peu nombreuses, plus que 17 en 2020. Le combat continue, à travers notamment les manifestations hebdomadaires à Séoul, afin que toutes les horreurs endurées par les victimes puissent être reconnues, et aussi d'apaiser ces femmes oubliées de l'histoire. Vous en savez désormais davantage sur cette problématique qu'est l'esclavage des femmes asiatiques durant les années 30 et les années 40, très peu retransmise par la presse. Ces femmes, effacées de l'histoire, méritent d'être racontées, afin d'éviter l'oubli. Merci de nous avoir écoutés, et rappelons-nous.